enfance, on devrait dire normale. Sauf que j'ai perdu assez tôt mon père. J'ai fait mes études primaires à Bunkea. J'ai poursuivi les études secondaires en partie au petit séminaire de la Muera. J'ai continué au collège du Sacré-Cœur, qui s'appelle aujourd'hui le collège Toutazami Ikassi, chez les frères xavériens. Ensuite, quand j'ai terminé, je suis venu ici à l'université. À l'époque, ça s'appelait l'UNASA, l'Université nationale du Zaïre. Je me suis inscrit en gestion du personnel. Bon, l'expérience n'a pas été très brillante. Il faut dire qu'on avait des auditoires où il y avait des fois 1500 étudiants. Vous ne voyez pas le professeur, vous l'écoutez à peine. Comme j'ai une très grande taille, c'est un petit peu compliqué pour moi. Alors, j'ai arrêté. J'ai commencé une petite expérience à la RTNC, ici à Lubumbashi, où j'ai assuré longtemps le service des sports. J'ai présenté le journal télévisé, notamment avec Libombi Shinko, Kabondongoy, Kakozima Kwaruzio, que vous n'avez donc pas très bien connu, Lotingo. Vraiment tenace quand je veux quelque chose. J'ai repris les études à la faculté des lettres, langue et littérature anglaise. J'ai fait 1 an. Au moment de passer en deuxième année, j'ai obtenu une bourse pour aller me perfectionner en France. J'ai été admis au centre de formation des journalistes de Paris, le CFJ, c'est l'une des meilleures écoles de journalisme qui existent au monde. C'est pas parce que j'en suis sorti, mais c'est une réalité. Je suis revenu ici, toujours à la station de radiodiffusion et télévision de pour ne pas rester très longtemps, puisque 2 ans plus tard, je suis reparti sur Paris. Cette fois-là, à l'Institut national de l'audiovisuel, qui est à Brie-sur-Marne, c'est dans la banlieue parisienne. C'est un peu comme si vous étiez à la Cassapa. Et là, j'ai eu une spécialisation en conception et réalisation pour la télévision. Et c'est quand je suis rentré à Kinshasa qu'on a décidé de me bloquer à Kinshasa, où j'ai intégré l'équipe des sports d'abord. Ensuite, j'ai créé la réalisation du journal télévisé. J'ai présenté moi-même. Le dernier grade que j'ai occupé, c'était sous-directeur, chargé des activités présidentielles. J'ai accompagné le président Mobutu pendant 1 an et demi. Et puis, on s'est brouillé avec l'avènement de la démocratie, du pluralisme. Nous ne comprenions pas pourquoi il fallait continuer à porter l'insigne du parti, alors qu'on avait libéralisé l'exercice politique. Je suis parmi les 14 qui ont signé une lettre de protestation, qui nous a valu une traversée du désert. Voilà. J'ai été viré de la présidence. Je me suis retrouvé à la direction du studio école de la Voix du Zaïre. Et pourquoi le journalisme? Pourquoi vous avez commencé en ressources humaines? Et comment vous vous retrouvez après dans le journalisme? Disons, le journalisme, c'est plutôt une passion. Je me souviens quand j'étais au collège de l'Ikassi, je jouais au football, mais en plus de participer aux rencontres de football, je venais, le matin, j'affichais sur une double page un reportage du match auquel nous avions participé. Donc ça date pas d'aujourd'hui. Ah, c'est une longue histoire. En fait, j'étais parti en France, d'abord pour éviter des problèmes politiques. Mais comme j'ai un parcours universitaire inachevé, où j'ai oublié de dire que j'ai fait l'IFASICA, l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication à Kinshasa,
J'ai été retenu comme assistant. Et j'ai presté pendant 4 ans, je crois. Et donc, quand je suis allé en France, c'était à la fois pour échapper à un certain nombre de tracasseries politiques, mais en même temps aussi pour essayer d'aller au-delà, de faire le 3e cycle. C'est ainsi que j'ai pu me faire inscrire à l'université de Bordeaux, sous la direction du professeur André Jean-Tudesque, où j'ai publié une thèse en 2001 sur les publics et les enjeux, non, les enjeux et les publics de la télévision au Congo-Zaïre, parce que bon, à l'époque, moi je suis parti quand c'était le Zaïre, je suis revenu quand c'est redevenu le Congo. Donc ma thèse a eu pour thème le public et les enjeux de la télévision au Congo-Zaïre de 1995 à 2006. Et donc c'est pendant que je préparais ces études-là que j'ai eu la chance de rencontrer un jeune Burundais que j'avais croisé dans une session de formation à Bujumbura. Parce que quand j'étais à l'IFASIC à Kinshasa, je faisais partie de des journalistes, des assistants, qui allaient encadrer les journalistes pour la CEPGL, la Communauté économique des pays des Grands Lacs. On a tenu des sessions à Kigali, on a tenu des sessions à Bujumbura et naturellement à Kinshasa. Et donc j'ai rencontré ce jeune homme-là qui s'appelle Stanislas Ndayishimiye. Je crois que vous l'entendez sur RFI. Et c'est lui qui m'a dit, mais on est en train de chercher quelqu'un qui peut nous faire un petit résumé de sport pour l'Agence sonore internationale tous les lundis matins. Je lui ai dit, moi ça m'arrange bien, j'ai du temps. J'ai travaillé pendant 1 an ou 1 an et demi, je crois. Et puis il fallait mettre fin à l'existence de cette agence. C'est une agence qui envoyait les éléments pour les radios en majorité africaines. Alors quand on a dû supprimer l'Agence sonore internationale, on a dit, bon, on va quand même récupérer ceux qui sont les moins mauvais. Pour ne pas dire les excellents. Voilà, et j'étais dans le lot. C'est ainsi qu'en 1999, j'ai démarré officiellement au journal de Radio France Internationale. Voilà. Et j'ai travaillé 16 ans, parce que je termine là-dessus. Mon dernier journal, je l'ai présenté le 27 mars de l'année dernière. Donc ça fait 16 ans où j'ai arpenté les couloirs de la grande radio mondiale. Mais bon, maintenant qu'on parle de RFI, le souvenir très récent de la mort tragique de Ghislaine Dupont, qui a nos esprits. Alors, on aimerait savoir si vous l'avez connue, si vous avez travaillé avec elle, des souvenirs. Ce serait difficile de ne pas la connaître en passant 16 ans dans les couloirs de RFI. Oui, effectivement. Non, je l'ai bien connue, j'ai travaillé avec elle. Elle est intervenue dans mes journaux. On a partagé des places pas très lointaines, à la salle de rédaction. Bon, c'est vrai que c'est une nouvelle assez triste, d'autant plus que, en fin de compte, j'allais dire, elle est morte pour rien. Elle n'avait pas d'armes, elle n'était pas engagée politiquement, elle n'avait pas de lien direct avec l'une ou l'autre partie en conflit au Mali. Mais bon, de façon tout à fait inexpliquée, il y a des gens qui ont décidé d'éliminer des otages qu'ils avaient pris avec eux. J'ai travaillé avec Ghislaine Dupont, j'ai gardé d'elle un souvenir assez partagé. Parce qu'en fait, bon, sur le plan professionnel, je resterai seulement sur le plan professionnel, c'est une journaliste très tenace. Je crois que les hommes politiques congolais en savent quelque chose. Quand elle est sur une piste, elle lâche très difficile. Il m'est arrivé de la voir à la rédaction, rester pendant 2 heures au téléphone pour obtenir des informations sur un certain nombre d'éléments. Et le grand souvenir que je garderai quand même d'elle, c'est le soir où il y a eu
la bagarre entre les éléments de Jean-Pierre Bemba et la garde présidentielle à Kinshasa. Jean-Pierre Bemba s'est réfugié à l'ambassade d'Afrique du Sud, mais Ghislaine Dupont avait eu le temps de l'appeler pour caler un rendez-vous pour une interview. Alors ça s'est passé assez tard. Comme moi je travaillais dans les équipes matinales, donc j'arrivais à RFI vers minuit et demi, 1h. Et à 2h du matin, le téléphone de la rédaction sonne. Je prends le téléphone, c'était Jean-Pierre Bemba. Il dit bonsoir, bonsoir monsieur. Jean-Pierre Bemba, je dis ah, moi là, on va commencer à parler en lingala. Bon, je l'ai briefé un petit peu sur ce qu'on attendait de lui. Finalement, j'ai fait l'interview. C'est une interview qui a fait le tour du monde entier le lendemain. Toutes les agences, toutes les radios ont récupéré cette interview-là. C'est vrai, je l'ai faite parce qu'il y avait un journaliste, une journaliste, qui a eu le réflexe de préparer ce... C'est vraiment un grand souvenir que je garde. Et donc après une telle brillante carrière à RFI, 16 ans, pourquoi tout à coup décider de revenir au pays ou, Si je vous disais que le pays me manquait, je vous mentirais. À la demande du professeur Prince Kaoua, alors à l'époque recteur ici à Réunion, j'ai commencé à venir comme professeur visiteur pour épauler l'équipe enseignante des cycles. Et à partir de là, effectivement, j'ai retrouvé un petit peu le goût à l'enseignement. J'avais complètement perdu. Avec les horaires de RFI, je pouvais difficilement aller enseigner. Il n'y avait pas beaucoup de temps à consacrer à la recherche. Ce qui fait que les amis avec qui j'ai terminé à Bordeaux en 2001, aujourd'hui ils ont 5 livres, 7 livres, moi je n'en ai que 2. J'ai donc décidé, à un moment donné, de mettre un terme à cette belle aventure de RFI. J'avoue que c'était un petit peu difficile à prendre comme décision, mais il y a un certain nombre d'éléments qui m'ont facilité la décision. La première, c'est que RFI devait fusionner avec France 24. Et donc, qui dit fusion, dit plan social. Ceux qui peuvent partir volontairement de le faire, moyennant arrangement. Et c'est ce qu'on a fait. Quand le PSE a été ouvert, inscrit, on a conclu. C'est ainsi qu'en 2012, mars 27, dernier journal à RFI, on a réglé les problèmes administratifs qu'il fallait régler. Et puis deuxième élément qui m'a intéressé, parce que je me disais, bon maintenant, je peux effectivement trouver plus de temps pour notamment assurer l'enseignement et continuer mes recherches. Donc je suis revenu, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas du tout, je suis revenu entre autres pour reprendre les enseignements à l'université. Je me souviens quand j'avais fait mon dernier journal, le lendemain ou les 2 jours qui ont suivi, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je ne vous cite pas les gens qui m'ont parlé. Ils étaient convaincus que je revenais pour des problèmes politiques, assurer des charges politiques. J'ai dit désolé, je rentre pour l'université. Il y avait un autre dossier, c'était le montage de la station de télévision qui ont devenu télévisée. La famille Massacre m'a apporté l'ambassadeur, qui est actuellement le président du conseil d'administration. Et son fils, qui est à la ville de la sinon, je pouvais venir. Je dis, pourquoi je sais de toute façon que je vais enseigner pendant que je suis là. Je veux voir si. Défis que vous avez. Alors, les défis sont nombreux. Malheureusement, le premier défi, c'est le défi de la compétence. Après, quand je suis arrivé, j'ai eu cette opportunité, à ma demande, d'assurer une formation. Vous imaginez? Donc j'ai récupéré ceux qui traînaient un petit peu dans la rue. Donc première chose, il fallait c'est de niveler les choses. Et j'ai donc demandé, j'ai organisé une formation d'un bon niveau,
puisqu'elle a été assurée notamment par les formateurs du CEVOSA, ce qu'il s'appelle aujourd'hui l'ICA, l'Institut de la communication audiovisuelle. C'est l'ancienne studio-école de la Voix du Zaïre, qui est dans les installations de la RTNC à Kinshasa. Ça a été assuré en partie par quelqu'un qui est venu d'Afrique du Sud, quelqu'un qui est venu, comme moi, de France. De toute façon, je ne veux pas être allé au poste de mon épouse. Donc voilà, il y a eu, je crois, 6 ou 7 formateurs qui m'ont accompagné dans la formation de ce module qui a duré 1 mois et demi. Il est vrai qu'à l'époque, l'antenne de Kyondo était penchée, il fallait donc arrêter et refaire l'antenne. J'ai dit, bon, au lieu de rester 1 mois pour se tourner les pouces, on peut occuper utilement son temps en effectuant la formation. Mais vous savez, toute formation, quelle qu'elle soit, reste éminemment théorique, tant que vous n'avez pas touché à l'outil. D'abord, je ne vous apprends rien. La plupart des personnels de Kyondo, c'est des jeunes. Pour certains, ils sont sortis, ou d'autres sont en train de sortir de l'université. Donc, ne m'attendez pas à avoir des prouesses. Pour moi, il me fallait compter à peu près 1 an pour commencer à aller titiller les chaînes qui sont installées depuis plusieurs années. J'étais très surpris de voir qu'au bout de 2 mois, on était à peu près dans la même cour. Ça m'a poussé effectivement à proposer des contenus. Et là, on trouve le deuxième défi. Pour faire une télévision, il faut produire. Et sinon, vous prenez, je ne citerai pas les chaînes, vous prenez KTO, vous diffusez la messe, vous prenez je ne sais pas qui, vous diffusez... bon, c'est une forme de télévision, mais ce n'est pas celle en laquelle moi je crois, ni celle que moi je veux faire. Et donc, il fallait donner du contenu à la chaîne, et c'était un premier problème, mais qui subsiste jusqu'aujourd'hui. Si je prends une émission comme Médiascopie, dans la philosophie qui est à la base de cette émission, c'est que nous ne sommes pas là pour critiquer l'autorité politico-administrative. Dans cette émission, on doit critiquer les productions des journalistes, les productions des producteurs et des animateurs de télévision. Mais une fois qu'ils ont critiqué pendant 2 minutes le travail qui a été fait, tout de suite c'est le bourgmestre, le maire, le gouverneur m'a dit non, c'est pas ça. C'est pas ça la philosophie de l'émission. Mais en fin de compte, j'ai compris, pour critiquer un élément construit en télévision, il faut au moins connaître les règles et la grammaire de la télévision. Et donc c'est ça le problème. Donc je suis en train d'hésiter, est-ce que je supprime l'émission pour peut-être réorienter les choses et recréer, mais entre-temps on a créé des habitudes. Il ne faudrait pas la laisser et mettre quelque chose d'autre à côté. Donc ça c'est le deuxième défi. Le troisième défi, c'est un défi financier. Une chaîne de télévision, une station de radio, ça coûte cher. Pratiquement tout ce que vous utilisez n'est pas produit sur place. La caméra, les micros, les fils, tout vient de l'extérieur. En plus de ça, lorsque vous voulez véritablement mettre du contenu, nous avons la prétention de devenir la chaîne de la culture. Mais la culture, c'est pas dans les bars qu'on la trouve, enfin si, une certaine forme de culture. Mais la culture, pour moi, c'est les us et coutumes dans les villages, dans les traditions, etc. C'est ça, remonter ça vers la surface, surtout vis-à-vis d'un public jeune comme le vôtre, qui n'avait peut-être pas très bien connu votre propre culture dans sa constitution naturelle. Vous êtes assis comme, je dis vulgairement, entre deux chaises. Voilà, donc c'est difficile, hein, c'est un peu ça, la chaise traditionnelle et la chaise moderne. C'est pas dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Mais quoi qu'il en soit, précisément, les médias devraient servir à vous faire sentir à l'aise dans les deux, puisque malheureusement, vous n'y pouvez rien. Donc ça, c'était le troisième défi. Le quatrième défi maintenant, c'est comment je dirais, je pense que c'est un défi qui est assez délicat.
parce que je ne suis pas propriétaire de télévision ni de radio. Donc il y a un propriétaire. Et je crois que c'est le problème de tous ceux qui gèrent les chaînes localement. Ceux qui ont sorti l'argent pour investir dans une chaîne de télévision, ils ont leur idée. Ceux qui gèrent, ils ont leurs idées, leurs objectifs. Au départ, on peut s'entendre. Mais au bout d'un certain temps d'exercice, bon, les coups de téléphone commencent à arriver, des petits mots, voilà, il y a un tel. Enfin, il faut gérer ça. C'est un défi. On essaiera de le faire. C'est le rôle. Et vous avez parlé du défi de la compétence, vous parlez des étudiants, donc en même temps, ça nous raccole un peu enfin votre domaine professionnel, vous êtes professeur à l'université. On parle beaucoup du niveau des étudiants. Je voulais poser la question, est-ce qu'il est si mauvais qu'on le prétend? Comment s'en sortir par rapport à l'enseignement différent? Écoutez, il faut d'abord dire que faudrait qu'on arrête de s'auto-flageller. Le niveau des étudiants est aussi médiocre au Congo qu'en France. Prenez n'importe quel étudiant ici, amenez-le en France, mettez-le dans les bibliothèques, donnez-lui un train pour l'amener tous les matins à l'école, donnez-lui à manger correctement, ça m'étonnerait qu'il échoue. Et mettez un petit français, les conditions de l'étudiant congolais, c'est une autre histoire. Donc je crois que le niveau de l'enseignement, c'est partout dans le monde. Évidemment, chez nous, c'est un peu plus criant, parce que d'abord, nous sortons, j'espère que nous sommes en train de sortir d'une crise. C'est une crise majeure, elle est à la fois politique, économique, sociale, culturelle. Nous avons maintenant la tendance à niveler les choses par le bas. Je me souviens à l'époque où j'étais encore étudiant, mais c'était les Mudimbe, les Ngal, qui étaient des références culturelles. Quand Mudimbe sort, je crois, entre les eaux, Ngal Mwilampang va répondre le bel immonde, je ne sais plus quoi. C'était ça. Et les étudiants ne discutaient pratiquement que de ça sur le campus. Bien sûr, il y avait le Popo Mazembe, mais enfin bon, de temps en temps, les Kassapar, les Safarinkoy, bon. Mais c'était assez équilibré. Aujourd'hui, quels sont les porte-étendards des valeurs congolaises? Les musiciens et les footballeurs. Écoutez, ça traduit quelque chose. Aujourd'hui, ce sont les musiciens qui sont les étalons. On veut s'habiller comme, parler comme, marcher comme. Bon. Je crois que c'est un petit problème. Alors, ce qu'il faut considérer, c'est qu'effectivement, dans un auditoire, vous retrouvez de tout. Vous retrouvez des étudiants brillantissimes. Vous retrouvez aussi des cancres, malheureusement. Mais c'est partout, hein. Même aux États-Unis, il y a des cancres dans les universités. Sauf que maintenant, c'est question de gérer. Et je m'amuse souvent quand je commence un enseignement. Je dis toujours aux étudiants, mais ça ne vient pas de moi. Je dis, vous savez, et vous ne savez pas que vous savez. Et mon rôle, c'est de vous faire savoir que vous savez. C'est aussi simple que ça. C'est vrai, j'étais un peu plus longtemps que vous à l'université. J'ai étudié un petit peu plus que vous, mais ça s'arrête là. Donc, je crois qu'effectivement, il y a une baisse de niveau, mais c'est une baisse que l'on constate à travers le monde. Et pour ce qui concerne le Congo, écoutez, il y a une baisse de niveau en tout. Je ne connais pas un secteur où le niveau est élevé. Même en football. Bon, vous dites, c'est vrai qu'on commence à gagner du tout. Bon, mais c'est pas la première fois que le Congo est découpe, hein. On a gagné dans le temps. Et de quelle façon? C'est vrai pour la musique. Quiz. Bon. Enfin, je veux bien, mais bon, c'est tout sauf de la musique, pardon. Enfin, c'est peut-être bon pour un certain âge, mais non. Cherchez-moi un secteur où on nivelle par le haut. Mais comment s'en sort alors de ça? Mais il faut espérer, il faut croire dans le renouveau du Congo. Et moi j'y crois, sinon je ne serais pas revenu. Il
faut croire dans la jeunesse. Moi, ce que je dis, ce qui me fait espérer avec Kiondo, parce que je vois qu'il y a du potentiel. Maintenant, il faut bien encadrer ce potentiel, lui donner les moyens de production. Un jour, il y a une des journalistes de la chaîne qui vient me voir dans mon bureau. Elle voulait solliciter, il y a une agence qui se crée à Dakar, une agence internationale. Alors on lui a demandé un certain nombre on a posé un certain nombre de conditions pour pouvoir être sélectionné. Alors on leur a envoyé un certain nombre d'éléments qu'ils devraient réaliser et on leur a donné des échantillons. Alors elle a vu un élément de magazine, mais quand elle compare au magazine qu'elle a produit elle-même à Kiondo à l'occasion du mois de la femme, et c'est le jour et la nuit. Le magazine de Kiondo est de loin au-dessus de ce magazine-là. Alors elle me dit, mais professeur, mais donc nous pouvons. On m'a dit, mais si vous pouvez. Sauf que vous êtes à Lubumbashi, et eux ils se disent internationalistes. Toute la différence est là. Et je me suis toujours posé la question, et souvent quand les gens m'interpellaient à Paris, ah oui mais viens à Bissau, il y a RFI. J'ai dit, mais vous oubliez que j'étais journaliste au Congo. RFI n'a fait que ramasser. RFI n'a pas formé. Malheureusement, le complexe, il est là. D'accord. Ce sera la dernière question et pour ça, on va dire que c'est le complexe professionnel parce que moi, je fais informatique. Et vous venez d'avoir, il n'y a pas longtemps, un colloque autour des sciences de l'information et de la communication. On aimerait un peu savoir quelle place vous avez laissée aux nouvelles technologies dans notre contexte ici. Enfin, quel est le potentiel, comment l'utiliser? Est-ce que vous en avez parlé pendant ce colloque? Si vous pouvez nous en parler un tout petit peu. Oui, on a évoqué, on ne peut pas ne pas évoquer les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais c'est vrai que le colloque interuniversitaire était beaucoup plus focalisé sur la recherche des traces ignorées des sites en RDC. Nous avons abordé la question des technologies de façon tout à fait marginale. Mais je suis bien à l'aise d'en parler puisque je donne le cours des nouveaux médias. Et les nouveaux médias, c'est précisément tout ce qui est, j'allais dire, qui se réunit autour du numérique et de l'Internet. Et donc, il y a une place de plus en plus importante des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le domaine qui est le nôtre, le domaine des SIC. Le journalisme lui-même, qui est d'ailleurs l'un des plus vieux métiers, et même les SIC, ont commencé par des recherches en sociologie sur les journalistes. C'est la première série de recherches qui a été lancée. C'est d'abord sur le travail des journalistes. Aujourd'hui, le travail des journalistes est complètement chamboulé. Complètement chamboulé. Vous ne savez pas utiliser un ordinateur, vous êtes largué. Moi, je vois aujourd'hui, les jeunes journalistes que j'ai là-bas, ils sont capables de vous monter un élément du journal. De plus en plus aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons les JRI, journalistes reporters d'images. On supprime le poste de caméraman et de preneur de son. Parce que dans les équipes traditionnelles, il y a 3 personnes. Vous avez un journaliste qui fait office de réalisateur, vous avez un caméraman et vous avez un preneur de son. Et bien tout cela, on les retrouve dans une seule personne, les JRI. Donc de plus en plus, on tend vers là. L'utilisation des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui a complètement bouleversé le monde. Moi j'ai suivi, mais vous suivez sans doute d'autres événements, j'étais à Paris, je suivais le procès de Dominique Strauss-Kahn aux États-Unis. Normalement, dans les salles d'audience en justice, les caméras ne sont pas admises, sauf si le président autorise. Mais à un moment donné, on vous demande de ne plus filmer. Donc les journalistes, soit ils restent, mais ils ne font pas leur métier, soit ils sortent. Alors comment nous on avait l'information? C'est parce que les journalistes qui étaient à l'intérieur de la salle d'audience, ils ont envoyé des tweets à la rédaction. Alors celui qui est à la rédaction, il dit Strauss-Kahn vient d'entrer.
il est habillé, machin, etc. Il a l'air un peu ému. Donc on suivait comme ça. Mais s'il n'y avait pas de tweet, on allait attendre pendant je ne sais pas combien de temps, jusqu'à ce qu'on dise, bon, il est sorti, on l'amène en prison ou on le libère. Mais aujourd'hui, avec Twitter, on suivait seconde après seconde le déroulement du procès, alors qu'officiellement, rien ne filtrait de là. Donc on est obligé de prendre en considération les nouvelles technologies de l'information, mais il y a un danger. Et ça, je le montre très clairement dans mon cours de sociologie de la communication. Il y a le danger de la technologie. Enfin, ce n'est pas un danger, c'est même un défi. Ça signifie quoi? Il y a risque de croire, parce qu'on maîtrise la technologie, d'oublier les fondamentaux du journalisme. Privilégier le direct, privilégier le spectaculaire, privilégier l'instantané, et oublier que le journalisme fonctionne sur la base de la vérification. Une information que vous n'avez pas vérifiée, vous ne la diffusez pas. Malheureusement, maintenant, bon, j'ai un satellite, allez, je m'en sers, tac, à 1 heure après, vous appelez pour démentir. Voilà. Heureusement, c'est pas... J'ai l'impression qu'au Congo, il n'y a jamais rien de normal. Honnêtement, hein, je ne peux pas comprendre que sur une même rue, il y ait 5 églises qui prient le même Dieu, le même Jésus. Je dis, attendez, à un moment donné, il va choisir d'aller là où c'est vrai que le Saint-Esprit peut descendre comme dans bas. Non, pour dire quoi? Pour dire que, quoi qu'il en soit, une information à laquelle, enfin, un événement auquel assistent 5 bons journalistes donnera lieu à 5 bons reportages différents. Ça, c'est lié d'abord à la personnalité, même ce que vous envoyez. Sous quel angle lui a vu l'événement? Était-il sur un arbre? Était-il sous une table? Bon, on ne voit pas la même chose de l'endroit où on se met. Mais dans chaque maison de télévision, maison de presse, il y a ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Bon, vous travaillez dans une radio catholique, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi sur le pape. Bon, vous n'allez pas mentir, mais la même vérité, vous allez la présenter avec un peu moins de virulence que ne le ferait par exemple quelqu'un qui travaille dans une radio appartenant à un pasteur. Alors, le fait qu'il y ait beaucoup de particuliers qui est investi dans les médias, c'est quelque chose que j'encourage dans la mesure où ça participe au pluralisme de l'expression. Je crois que la démocratie en sort grandie à condition, bien entendu, que ceux qui se disent sur ces médias soient avec une responsabilité, parce que ça c'est une autre perte. Maintenant, lorsque vous abordez la question des médias, et en particulier de la télévision sur un plan strictement sociologique, vous avez un écrivain américain, mais d'origine française, Dominique May, qui lui dit qu'il existe 2 sortes de télévision actuellement. Vous avez ce qu'il appelle, lui, la télévision messagère. C'est-à-dire une télévision qui se concentre, qui met plus d'importance sur le contenu, sur des documentaires. Donc c'est apporter l'information aux autres. Ce sont généralement, c'est dans ce canal-là que l'on pourrait classer les télévisions publiques. Parce que leur souci, c'est d'abord celui de préserver la culture et d'apporter l'information. Même si, ici, je ne parlerai pas de télévision publique, je parlerai de télévision d'État, ce qui est différent. Alors il dit, mais il y a aussi un autre type de télévision. C'est la télévision qu'il qualifie de relationnelle. En fait, là, l'importance, ce n'est pas le contenu, c'est plutôt le type de relation qui s'établit entre l'animateur et le public. Peu importe le contenu, l'essentiel, c'est cette relation du public aux médias télé. Alors, il dit ceci, et c'est par là peut-être que je vais répondre à vos questions.
que la première, la télévision, non la première, la télévision messagère, c'est une fenêtre qui est ouverte sur le monde pour permettre de voir ce qui se passe. Mais dans la deuxième chaîne, dans le deuxième type de télévision, c'est un miroir que l'on tend à la société. Voilà. Merci beaucoup. Bon, désolé, mais les bonnes choses ne durent jamais. Vous pourrez envoyer les questions, je vais transmettre un peu au professeur, mais je vais devoir arrêter là malheureusement. Je demanderai encore une dernière fois une façon pour le professeur avant la photo de famille. Merci professeur d'être venu. Welcome to the Stars Running. Welcome to the Stars Running. Welcome to the Stars Running. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Merci.